Je dois faire quelque chose, moi, non? Rien du tout. Ok. Donc, bonjour à tous. Je crois que c'est bon, on est en live. Aujourd'hui, donc, je suis avec Eugénie Izard. On va attendre, comme d'habitude, quelques instants, le temps que vous nous rejoigniez, et puis on démarrera. Bonjour Eugénie. Bonjour Ophélie. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Avant de démarrer, comme d'habitude, je fais un petit avertissement puisque le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes ou mémoires passées. Si vous vous sentez déstabilisé et perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos sont disponibles en replay. Respectez vos limites, c'est important. Pour être orienté vers une écoute de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Et vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons, donc association l'enfancelibre@gmail.com. Aujourd'hui, donc, je reçois Eugénie Izard. Alors, ne soyez pas surpris par le tutoiement dans cet entretien, puisque avec Eugénie, nous nous connaissons depuis quelques années à travers nos engagements associatifs. Voilà, donc Eugénie, tu es pédopsychiatre en ITEP, Institut thérapeutique éducatif et pédagogique professionnel pour adolescents, en plus d'exercer ton activité professionnelle également en libéral dans le sud de la France. Cela fait plus de 15 ans que tu t'intéresses très activement à la protection de l'enfance. Tu as publié de nombreux articles et ouvrages sur le sujet, dont le dernier en collaboration avec Maurice Berger et Hélène Romano, que l'on a reçu il y a quelques jours, et qui a pour titre « Les besoins fondamentaux de l'enfant, les connaître pour prévenir les traumatismes », publié donc en mai 2020. En 2014, tu contribues à la création du réseau professionnel pour la protection de l'enfance et de l'adolescence, que j'appellerai dans mes questions REPEA, dont tu es aujourd'hui la présidente. Merci d'être avec nous ce soir pour aborder avec nous ce fonctionnement et ce dysfonctionnement justement de ce monde de protection de l'enfance que tu connais si bien. Ma première question, c'est donc qu'est-ce qui t'a amené dans le secteur de la protection de l'enfance ? Donc, bonsoir à tous, bonsoir Ophélie, merci à toi de m'avoir invitée et d'organiser ce cycle de conférences. Alors, ce qui m'a amené dans la protection de l'enfance, à m'intéresser à la protection de l'enfance, ça a été d'emblée mes premières expériences en tant que pédopsychiatre, où j'ai vite compris que la plupart des enfants qui allaient pas bien étaient quand même des enfants maltraités. Et j'ai surtout vite compris qu'il y avait de grandes difficultés, qu'on avait en tant que professionnel de grandes difficultés à les faire protéger. En particulier, je me souviens voilà, d'un petit garçon, alors que je débutais à peine en tant que pédopsychiatre, qui avait été agressé sexuellement par son père. En tout cas, il en avait tous les signes post-traumatiques, les réviviscences post-traumatiques pendant les séances. Et il n'y avait aucun doute au niveau de la clinique, il n'y avait même aucun doute au niveau de la clinique des symptômes physiques. Et malgré cela, il a été obligé de retourner chez son père quelques années plus tard, à l'issue d'un procès qui n'a pas pu aboutir. Et j'avoue que ça a été une expérience extrêmement douloureuse pour moi, pour lui, n'en parlons pas. Et je me suis promis à ce moment-là que je ne laisserai pas passer ça parce que j'ai une éthique dans mon métier et c'était inconcevable pour moi de pouvoir continuer en fermant les yeux sur ce qui était en train de se passer sous mes yeux, de ce déni qui était à l'œuvre et qui était en train de sacrifier des enfants.
Mhm. Comment ne pas sortir de ce cadre, de cette éthique quand on est pédopsychiatre et en même temps citoyenne? C'est-à-dire ne pas sortir de ce cadre, en C'est-à-dire effet. de ce cadre de pédopsychiatre, alors qu'on est aussi citoyenne et qu'on a envie parfois peut-être d'aller plus loin et de protéger encore plus ses enfants. Oh, mais je crois qu'en tant que professionnel, on a encore plus d'outils que les citoyens pour tenter de protéger les enfants. Au contraire, on a déjà tous les outils qui nous permettent de comprendre que les enfants sont maltraités, ce qui n'est pas le cas quand on est citoyen et qu'on n'a pas la connaissance de l'enfance, et en particulier des troubles des enfants maltraités. On Mhm. a aussi des outils au travers du signalement, des informations préoccupantes. Donc, on a les outils sont faits en France pour qu'on puisse signaler les maltraitances. La situation est plus compliquée après le signalement. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se complique après? Ben, ce qui se complique après, c'est que très rapidement, quand on fait un signalement ou une information préoccupante, bon, on essaye de la faire de qualité. Voilà, quand on a suffisamment de temps, en tout cas, on essaie de prendre le temps et de la rédiger pour qu'elle soit le plus compréhensible par tout le monde. Mais par la suite, il y a des enquêtes qui se font, judiciaires, sociales. Et là, les pistes deviennent de plus en plus brouillées et très rapidement, en France en tout cas, la parole de l'enfant est mise en doute. Elle est mise en doute parce qu'il est rapidement suspecté de mentir, parce qu'il est Mhm. rapidement suspecté d'être sous influence, et en particulier en France, on le suspecte rapidement d'être sous l'influence de sa mère. Hein, c'est plus rarement du père, c'est quasiment toujours de la mère qu'il est suspecté. Et donc, on met en doute toutes les révélations qu'il a pu faire et jusqu'aux signes cliniques pourtant les plus évidents. Selon toi, dans ta pratique, ça représente combien d'enfants dont les paroles ne sont pas écoutées, pas crues, et donc les plaintes sont finalement classées sans suite? Si on prend, je ne vais pas parler de ma pratique, je vais parler plutôt des chiffres du ministère de la Justice et des chiffres qu'on trouve officiellement Mhm. par rapport aux plaintes et aux signalements qui sont faits en gendarmerie et en police. Il semblerait qu'il y ait, si on regarde ces chiffres, 95% des auteurs qui ne seraient pas condamnés suite à des signalements ou des plaintes pour viol sur mineurs. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 5% qui aboutissent. Ce qui Mhm. est quand même voilà, un chiffre assez effrayant. Et le souci, c'est que ces plaintes qui n'aboutissent pas, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que l'enfant, à ce moment-là, si ça n'aboutit pas, l'enfant n'est encore moins cru, n'est plus du Mhm. tout cru. Et ces enfants-là, ces 95% qui restent sur le carreau, eh ben, ils vont être rapidement obligés de retourner chez leurs parents agresseurs, que ce soit le père ou que ce soit la mère. Et c'est là que les choses deviennent voilà, extrêmement violentes à vivre pour l'enfant. Déjà qu'il a vécu beaucoup de violence, on continue à lui en faire vivre voilà, pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand pour dire stop. Mais il y a des années avant qu'il se passe. Qu'est-ce que tu penses de cette justice? Donc, tu parlais des enfants sacrifiés, mais qui condamnent les enfants à souffrir pendant des années. Ben moi, je pense que la justice doit avoir des soucis pour évaluer correctement ses enfants. Je crois qu'il y a le problème certainement des expertises, de la qualité des expertises dans certaines situations. Il y a le problème des moyens de la justice qui quand même voilà, est assez déplorable. Hein. Ils ont énormément de dossiers, pas le temps de tout traiter. C'est un problème aussi sociétal, c'est-à-dire et politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place non plus le système adéquat pour prendre en charge tous ces enfants, que ce soit au niveau du soin, au niveau des évaluations, pour faire des évaluations correctes de ces situations-là, et pour prendre en charge les auteurs, que ce soit au travers de peines de prison ou que ce soit au niveau des soins. On n'a pas tout ce système en place pour pouvoir s'occuper correctement de toutes ces situations. Donc effectivement, le psychisme humain étant ainsi Mhm. fait, la solution de facilité, c'est le déni. C'est dire ça n'existe pas. Quand on est impuissant, la première défense qui est mise en place au niveau du psychisme, c'est le déni.
Donc, on a tout le système qui est organisé pour faciliter ce déni, finalement. Et c'est Est-ce que vraiment un tu peux, problème qui doit être politique et qui doit être pris en charge au niveau politique de façon correcte. est-ce que tu peux donner un exemple, comment ce déni se retrouve dans ta pratique? Ben, dans ma pratique, ben, je fais la suite de l'histoire que j'ai commencée, c'est-à-dire qu'on fait un signalement correct, on a suffisamment de signes cliniques chez l'enfant, on a suffisamment eu de révélations de l'enfant, parce que des fois, c'est vrai, on ne sait pas. Des fois, franchement, c'est douteux. On n'a qu'un ou deux mots, Mhm. on a des gros doutes, mais c'est vraiment difficile à soutenir. Mais des fois, on a vraiment des révélations de qualité, on a un examen de qualité. Et donc, on fait le signalement comme il se doit, mais malgré tout, viennent à ce moment-là s'immiscer des doutes et rapidement, souvent, un classement sans suite, après avoir entendu l'enfant, bien sûr, la police entend l'enfant, auditionne l'enfant. Et là, le déni se met en place pas seulement au niveau pénal, parce que bon, c'est dramatique, mais c'est surtout la suite, moi je trouve encore, qui est encore pire, c'est-à-dire au niveau de la justice civile, au niveau des JAF, des juges des enfants, où là, il va y avoir des suivis socio-judiciaires des enfants qui vont se mettre en place. Et là, ce déni va assez rapidement se renforcer de manière massive avec l'idée que les mères sont dans ces cas-là aliénantes, que l'enfant est Mhm. aliéné et qu'il faut donc rapidement sauver cet enfant de cette mère supposée aliénante qui lui a fait raconter n'importe quoi. Et tout le système s'emballe de manière délirante parce qu'il s'agit d'un délire. Il n'y a pas d'éléments de réalité qui peuvent objectiver tout ce qui est en train de se passer dans ces moments-là. Il s'agit d'un délire collectif qui embarque tout le monde comme une vague. On est dans les vagues virales, mais là, c'est une épidémie, effectivement, qui se propage à une vitesse grand V sans que plus personne à ce moment-là ne puisse s'appuyer sur des phénomènes un peu objectifs. Et tout est fait pour éliminer la mère à ce moment-là et que l'enfant puisse retrouver une relation de qualité avec un père agresseur souvent sexuel. Je tiens quand même à souligner qu'il y a des situations qui sont inverses, où c'est la mère qui peut agresser l'enfant ou qui peut maltraiter l'enfant. Et à ce moment-là, on peut aussi voir, je l'ai vu, des pères qui sont dans ces situations-là. Mhm. Tu parlais d'une vague, d'un délire, d'une justice qui se fait prendre par cette vague. Jusqu'où faut-il aller pour s'entendre dire en fait qu'on ne peut pas aider cet enfant? Jusqu'où tu as pu aller parfois pour protéger des enfants? Oh, ben moi, j'ai essayé de faire des signalements successifs, mais qui sont tous tombés à l'eau les uns après les autres, Ok. embarqués dans la vague. Donc il y a vraiment, pourquoi un tel immobilisme en fait dans le système judiciaire? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire je pense qu'il y a un manque de moyens, il y a un Mhm. manque de connaissances. Moi, je pense que tout le monde n'est pas capable de s'occuper de ces histoires de violence, de maltraitance et en particulier de violence sexuelle. Il faut une grande expérience, il faut de grandes connaissances dans ces questions-là. Il faut une grande capacité d'écoute des enfants. Donc, il faut avoir pratiqué beaucoup d'entretiens avec les enfants. Et il faut avoir travaillé sa propre histoire personnelle. Il faut avoir pu ouvrir les yeux aussi sur un monde qui n'est pas toujours idyllique. Il faut pouvoir se soigner au niveau des traumatismes que ça peut entraîner dans sa pratique professionnelle. Et si on, donc, au travers de supervision, au travers de suivi psychothérapeutique pour soi, il ne faut pas rester seul. Si on n'a pas mis en place tous ces garde-fous, on est sûr qu'à un moment donné, ça va déraper, pratiquement sûr, sur un déni ou sur voilà, une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Mhm. Donc moi, je pense que ce qui serait vraiment intéressant à développer, c'est ce que le REPA soutient depuis longtemps, c'est qu'il y ait des équipes pluridisciplinaires qui puissent, dans chacune de ces situations, s'occuper d'étudier la situation. Alors des juges, des assistantes sociales de l'ASE, il pourrait y avoir voilà, les médecins généralistes qui s'occupent de l'enfant, les pédiatres, les pédopsychiatres ou les psychologues qui ont suivi l'enfant.
et que tout le monde autour d'une table, on puisse décider, des magistrats, décider à un moment donné quelle est la meilleure chose à faire pour protéger cet enfant. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, en échangeant tous ensemble nos points de vue et surtout nos expériences et nos pratiques. Il y a une question des internautes, d'une internaute. Pourquoi il y a cette insistance du lien avec le père agresseur? Ça, on va toucher à l'idéologie en protection de l'enfance qui est extrêmement présente, c'est l'idéologie familialiste. C'est l'idéologie aussi de la coparentalité, c'est-à-dire qu'il est très difficile de supporter qu'un enfant ne puisse pas avoir accès à ses deux parents, ne puisse pas avoir deux bons parents. Et effectivement, c'est très difficile à supporter le deuil d'un parent pour les professionnels. C'est-à-dire que cet enfant, à un moment donné, il a un mauvais parent et oui, il va peut-être falloir qu'il perde ce parent-là parce que, en tout cas, qu'il en fasse un certain deuil parce que ce parent-là n'est pas dans une position parentale. Donc, pour le moment, il ne peut pas, il faut préserver, en tout cas, éviter ce lien qui peut être toxique. Mais il y a cette idéalisation des parents et de la parentalité et cette difficulté à supporter le deuil. Donc, on est à nouveau dans le déni, en fait, d'une réalité, d'une famille défaillante, quelque part. Tout à fait, tout à fait. On est dans le déni de parents qui sont forcément idéaux. Après, il faut quand même comprendre que les parents pervers ou paranoïaques sont très manipulateurs, se présentent souvent très bien, sont extrêmement séducteurs, souvent très intelligents, et donc savent parfaitement séduire leurs interlocuteurs. Donc, c'est difficile d'imaginer que ce papa ou cette maman qui présente si bien, qui a l'air de si bien s'occuper de son enfant, qui est tellement dans la séduction, finalement, le soir, va dans le lit de l'enfant pour faire d'autres choses. Ça, c'est quand même très, très compliqué de pouvoir penser que les gens ont deux visages aussi. Tu parlais tout à l'heure de la parole de l'enfant face à la justice. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les enfants? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas écoutés devant la justice? Je pense qu'il y a tout ce qui est de l'ordre de ces idéologies là, dont j'ai parlé, l'idéologie de la coparentalité, mais aussi l'idéologie du lien, mais aussi toutes ces idéologies qui consistent à dénier les maltraitances. C'est-à-dire que c'est quand même, ce que je disais, très compliqué à supporter qu'un enfant soit victime de violence, parce que ça renvoie à des traumatismes, parce que c'est difficile à supporter, tout simplement. C'est facile de se dire que ça n'existe pas. Et quels sont les arguments avancés par la justice, en fait, pour classer sans suite quand on écoute ces enfants et qu'on ne les croit pas? Souvent, les classements sans suite sont, alors, je ne sais plus comment c'est écrit, mais c'est par manque de preuves, par manque d'éléments. Parce que souvent, il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir faire un procès aux assises. On demande quand même beaucoup d'éléments et en correctionnel, des fois non plus. Ok. En discutant avec Hélène Romano, qu'on a reçue il y a quelques jours, elle m'a parlé du terme faux souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Les faux souvenirs, oui, les faux souvenirs. Ça, c'est plutôt chez les adultes. Ok, elle parlait du fait que c'était utilisé dans la justice pour discréditer la parole de l'enfant. Oui, mais quand ils sont adultes, les faux souvenirs, c'est ce qu'on reproche. Deux secondes, hein, je vais faire une main. Excusez-moi, je reviens. Les faux souvenirs, c'est plus la question des personnes adultes qui parfois ont oublié ce qui s'est passé pendant un certain temps pendant leur enfance, des agressions sexuelles en particulier, ça c'est du fait de la mémoire traumatique. Et à un moment donné, dans leur existence, cette mémoire va se réactiver et les souvenirs vont à nouveau émerger, les souvenirs d'agressions dans l'enfance.
Et souvent, elles portent plainte à ce moment-là et voilà, elles attendent qu'il y ait un procès. Et ce qui leur est renvoyé effectivement à ce moment-là, c'est qu'elles ont fabriqué des faux souvenirs, en particulier si elles sont allées voir des thérapeutes. On reproche parfois aux thérapeutes d'avoir instillé ces faux souvenirs dans leur inconscient ou leur conscient. Voilà. Bon, ce qui peut-être existe de manière rarissime. On peut imaginer qu'il y ait des thérapeutes assez malveillants pour faire ça, mais la plupart du temps quand même, les thérapeutes sont extrêmement vigilants à ne pas être dans des suggestions, surtout avec les personnalités suggestibles. Donc, normalement, ça ne devrait pas exister. Tu parlais d'amnésie traumatique. Est-ce que tu peux te définir pour les gens qui nous écoutent? L'amnésie traumatique, quand Oui. il y a un choc traumatique, le cerveau peut disjoncter et totalement mettre de côté ce souvenir-là. Il reste dans un endroit du cerveau, mais il n'est plus accessible pendant plusieurs années. C'est l'amnésie, c'est-à-dire la perte de mémoire. Et puis à un moment donné, à l'occasion d'un événement, d'un autre choc parfois, ce souvenir peut réémerger, souvent sous forme de flash au départ, et puis petit à petit, voilà, de plus en plus se révèle. Quel autre mécanisme psychique se passe dans la tête d'un enfant qui est victime d'une agression sexuelle? Quel autre mécanisme psychique? Oui. Il est souvent surtout, il y a souvent tout ce qui est syndrome post-traumatique chez un enfant qui subit des agressions sexuelles. Alors, ça dépend s'il subit une agression sexuelle unique ou s'il subit des agressions sexuelles répétées, et en particulier dans les cas d'inceste. On n'a pas les mêmes tableaux quand c'est la figure d'attachement, c'est-à-dire le parent qui vient pratiquer ces agressions sexuelles. Là, on a des tableaux de ce qu'on appelle les traumatismes complexes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des tableaux un peu différents avec vraiment une altération de la construction de l'identité de l'enfant à ce moment-là. Alors que sur un épisode unique, on a essentiellement des troubles post-traumatiques. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un trouble de stress post-traumatique? Un trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble qui comporte plusieurs phénomènes. Il y a ce qu'on appelle alors c'est un peu différent chez l'adulte et chez l'enfant, mais grosso modo, il y a ce qu'on appelle un stress. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété, du stress très important, avec des gens qui sont sur le qui-vive en permanence, une hyper-réactivité. Il y a tout ce qui est réviviscence post-traumatique, c'est-à-dire ces choses qui reviennent en permanence dans la tête, les souvenirs post-traumatiques qui reviennent en permanence dans la tête de l'épisode traumatique. Il peut y avoir aussi beaucoup de cauchemars traumatiques, c'est-à-dire des répétitions de la scène quasiment à l'identique, voilà, dans la nuit. Il peut aussi y avoir après tous les symptômes dépressifs, voilà, suite à tout ce qui se passe. Ok. Et ensuite, et puis, il y a aussi tout ce qui est, très important, tout ce qui est trouble de la mémoire et tout ce qui est dissociation, donc troubles cognitifs et tout ce qui est aussi dissociation psychique qui peuvent aller même jusqu'à la dépersonnalisation. Cette dissociation, elle se manifeste comment? La dissociation, c'est un peu compliqué concrètement, en fait, chez un enfant qui est dissocié, quels symptômes on va avoir, quels troubles on va avoir? Alors, ça dépend des enfants et ça peut être vraiment de différentes façons. Mais ce qui est le plus courant chez l'enfant quand même, c'est cette sorte d'anesthésie affective et émotionnelle, qui est un signe de dissociation. C'est-à-dire que l'enfant se coupe de ses émotions. Ok. Enfin, il ne le fait pas exprès, c'est un processus défensif totalement inconscient. Et ça, en particulier chez les adolescentes, ça peut être très, 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 très important et c'est un signe qui est très trompeur parce que finalement, des adolescentes sont capables de raconter des choses atroces sans aucune larme, sans aucune émotion. Et ça participe au fait que du coup, on a du mal à les croire parce que certaines personnes peuvent avoir du mal à les croire si elles ne sont pas au courant de ces signes.
puisqu'elles peuvent se dire, mais enfin, elle n'a pas d'émotion, donc c'est pas possible qu'elle ait vécu ça. Ben si, justement, c'est parce que justement, elle a vécu ça qu'elle a pas d'émotion. C'est justement un signe. Comment est pris en charge un enfant victime de violence, du coup de victime de violence sexuelle comment il est pris en charge à partir du moment où on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans la famille ou extra-familial? Alors, ça dépend où se sont faites les révélations. Ça dépend si les révélations ont été faites à une tiers ou si elles ont été faites en intrafamilial. Ça dépend si la famille est séparée ou si elle est toujours ensemble, si le père et la mère sont toujours ensemble. Ça dépend si c'est un des parents qui est suspecté être l'auteur ou si c'est l'oncle, la tante. Enfin, il y a des tas de configurations différentes. Mais bon, en gros, ça se termine quand même très fréquemment par un signalement, une plainte. Mm-hmm. Un signalement et ou une plainte, je dirais. Et puis souvent, quand même, une consultation auprès d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre. Mm-hmm. Et à partir du moment où il y a une plainte qui est déposée, qu'est-ce qui se passe entre le moment de la plainte et le jugement qui est rendu ou classé sans suite? Est-ce que en quelques mots, tu peux décrire le processus pour les gens qui ne connaissent pas en fait et pour qui c'est flou? Bah alors ça dépend des juridictions, je dirais, parce qu'il y a des juridictions qui traitent assez vite, d'autres plus lentement. Mm-hmm. Il y Est-ce a qu'il y a des étapes? En général, il y a l'affaire pénale qui, d'un côté, suit son cours. Donc, du côté de la plainte, le classement, ensuite, il peut arriver au bout de 3 mois, il peut arriver au bout de 6 mois, il peut arriver au bout d'1 an, il peut arriver au bout d'1 an et demi aussi. Hein, j'en ai vu qui tardaient beaucoup. Bon, après, il y a peut-être d'autres dates. Hein, je n'ai pas vu tous les classements sans suite de France qui existent. Mais à ce moment-là, souvent, il va y avoir aussi en parallèle la justice civile qui va être saisie, souvent par les parents, donc le JAF ou le JE, parfois le Mm-hmm. procureur, c'est-à-dire directement le JE, le juge pour enfants. Et parfois, c'est un tiers qui saisit le juge pour enfants aussi directement. Et à ce moment-là, il y a aussi tous les services sociaux, bien évidemment, l'ASE, qui peuvent être aussi saisis et faire à ce moment-là une enquête. Ok. Et ben là, il va y avoir des enquêtes, des AEMO ou des investigations, observations éducatives de l'ASE ou des services socio-judiciaires qui font ensuite les AEMO, donc les suivis judiciaires. Bon, en Mm-hmm. fait, c'est toute une machine extrêmement complexe avec énormément d'intervenants différents qui vont se succéder pendant les mois qui vont suivre. Mm-hmm. Et on en arrive quand même avec parfois au bout de 1 an et demi, 2 ans de suivi, à un enfant qui a à peu près déjà raconté 10 fois ce qui lui est arrivé à 10 intervenants différents et qui en général, 9 fois sur 10 n'a pas été cru d'ailleurs. Donc en plus, Mm. il a raconté pour rien du tout. Et ce dysfonctionnement-là que les enfants répètent en fait leur histoire en permanence, etc., ça veut dire que les professionnels ne sont pas formés à accueillir la parole de l'enfant au sein du système judiciaire? Non, c'est pas. Je ne crois pas que ce soit parce qu'ils ne sont pas formés. C'est le système qui est complètement aberrant et qui fait qu'il y a énormément de professionnels qui sont amenés à se succéder dans ces prises en charge. Il suffirait qu'il y ait une équipe spécialisée dès le départ qui s'en occupe, qu'il y ait un intervenant éventuellement au niveau du suivi socio-judiciaire et que l'enfant ne rencontre pas toutes ces personnes-là différentes. Mhm. Pour arriver à simplifier les choses, à vraiment simplifier, là, il y a trois juges des fois sur ces affaires. Il y a 3 juges, des fois il y a je ne sais pas combien d'éducateurs, un de l'AMO, un qui a fait l'investigation avant, un de l'ASE, les assistantes sociales de l'ASE qui sont aussi passés, et au niveau des soignants aussi, hein, des fois on peut se retrouver hyper nombreux. Bon, voilà. Donc il faudrait vraiment arriver à faire des structures d'accueil pour ces enfants Mhm. stables, où tout pourrait se faire là, jusqu'aux soins, jusqu'au suivi, l'évaluation, le soin. Au- Et, au- et qu'on puisse en même temps, effectivement, trouver des moments pour discuter, pour faire des équipes pluridisciplinaires et que la justice s'accorde avec le soin et que le soin aussi puisse, bien évidemment, communiquer les choses à la justice.
Aujourd'hui, quel système de soins existe pour les victimes d'enfants? Les victimes Ben, enfants, pas les victimes d'enfants, pardon pour le lapsus. Les victimes oui, enfants. oui, les enfants victimes. Oui. Eh ben, il y a les psychologues qui sont formés au psychotraumatisme et Mhm. les pédopsychiatres aussi qui peuvent suivre ces enfants-là. Mais c'est vrai qu'on manque cruellement, enfin, moi j'ai le sentiment qu'on manque cruellement de professionnels formés pour prendre en charge ces enfants-là. Et comment sont formés du coup les professionnels dans la prise en charge des enfants? Est-ce qu'il y a une formation spécifique? Pour ces enfants-là ou en général? Non, en général, pour la prise en charge d'enfants. Oui, ben nous, en tout cas en psychiatrie, on fait une spécialité qui est la pédopsychiatrie. Donc, Mhm. on est en partie formé. On se forme quand même. Après, c'est pas juste la formation, c'est aussi la pratique qui fait qu'on Mhm. devient à un moment donné quand même plus compétent pour s'occuper des enfants. Et sur les violences sexuelles, il existe une formation spécifique sur les Non. mineurs? Non. Enfin, pas dans notre cursus de pédopsychiatre. Les psychologues, je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais je pense qu'ils ne doivent pas avoir une formation très importante. Il y a actuellement un DU qui s'est ouvert avec le docteur Ben Kemoun et le docteur Berger à Paris-Descartes, qui est ouvert depuis 1 an et demi maintenant, que le Mhm. docteur Berger et le docteur Ben Kemoun ont réussi à mettre en place, qui est sur l'expertise justement pour former les professionnels aux expertises médico-légales sur les enfants justement victimes de maltraitance, pour les enfants victimes de maltraitance. J'ai une question de Lucille qui demande, Eugénie, qu'attend-on alors qu'attendons nous pour former les professionnels à l'accueil de la parole des enfants victimes de violences sexuelles? Il y a des professionnels qui sont formés, mais on peut pas, je crois que c'est quand même compliqué de former tous les professionnels de France à ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait des équipes spécialisées, Mhm. formées là-dedans, des gens volontaires. On ne peut pas mettre des gens qui n'ont pas envie de voir ça là-dedans. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment qu'on privilégie les volontaires et qu'on arrive effectivement à les former. Après, quand les gens veulent se former, je pense qu'il y a quand même en France des gens extrêmement compétents et tout à fait capables de former sur les violences sexuelles. Il y en a plein. Euh, donc, les formations, elles existent. Maintenant, voilà, il faudrait qu'il y ait des professionnels dédiés à ça et qui puissent, dans les services socio-judiciaires, vraiment recevoir ces enfants-là avec ces formations-là. Mhm. Dans ton ouvrage que tu as co-dirigé avec Hélène Romano, Danger en protection de l'enfance, vous parlez du déni et des instrumentalisations perverses. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples? Ben, le déni, j'en ai donc Parler beaucoup déjà, parlé, oui. hein. Mhm. C'est les professionnels voilà, qui ont du mal à entendre tout cela, tout ce J'ai qui une se passe question sur la sur... parole de l'enfant. alors, attendez, il faut que je retrouve la question. C'est compliqué. Il y avait une question... Ah oui, il y avait une question de Valérie qui demande comment sortir les professionnels de ce déni quand les enfants sont face à eux. Bah, comme ça, on clôture le chapitre sur le déni. Alors ça, c'est une question que ça fait de nombreuses années que je me la pose et je me la pose à chaque situation. Et j'avoue que je n'ai pas franchement trouvé la réponse. D'accord. Je crois qu'il faut du temps. Je crois que des fois, avec le temps, les lignes bougent. Euh, Mais je crois que personne ne peut sortir personne du déni s'il ne veut pas en sortir lui-même. Et quand il est pris dans un système qui renforce encore plus son déni, c'est encore plus compliqué. Mhm. Souvent, quand même, ce qui marche le mieux, je dirais, c'est de faire intervenir du tiers. C'est-à-dire qu'on se retrouve, nous, souvent dans ces situations, bon, les mamans qui soutiennent leur enfant, les mamans protectrices, les papas protecteurs quand c'est le papa, le professionnel d'un côté, hein, à soit essayer de soutenir l'enfant, et puis en face, on a parfois voilà, des professionnels qui ne sont pas du tout d'accord avec nous, qui ne partagent pas du tout la même façon de voir les choses. Et on est vraiment les uns contre les autres dans ces moments-là, hein. Il y a presque une répétition voilà, des lignes de clivage qui existent dans ces familles-là.
Et c'est vrai que ce qui peut permettre quand même de sortir un peu ces situations, de ces affrontements, oui, de ces affrontements avec ces clivages, c'est quand même d'arriver à faire à un moment donné intervenir un tiers extérieur qui vient éclairer peut-être parfois autrement la situation. Et ça remet des fois un peu de lucidité dans ces affaires. Oui. Et ça dépassionne, ça permet de dépassionner aussi parfois un peu. Du coup, ok. Revenons-en donc aux instrumentalisations perverses. C'est le mot que donc, vous employez dans le livre. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples? Qu'est-ce que ça veut dire? Les instrumentalisations perverses, elles sont produites par les pervers et les paranoïaques, hein, qui ont aussi pratiquement, qui ont tous des traits pervers. Donc des personnalités très pathologiques et qui vont instrumentaliser la situation, les professionnels, au travers de manipulations, au travers de leurs propres projections délirantes qu'ils arrivent à communiquer. Et ça instrumentalise toute la situation. Et de manière perverse, c'est perverse dans le sens où on renverse les culpabilités. Puisqu'au départ, quand même, là, c'est censé être l'agresseur qui est censé être coupable, hein, et l'enfant victime, et on se retrouve très rapidement avec une inversion des culpabilités, où du coup, c'est l'enfant qui est suspecté, et puis la mère qui le soutient, qui devient coupable, et l'autre parent qui est suspect d'être agresseur devient au contraire la victime. Alors il faut faire très attention parce que ces parents-là ont une propension agresseur, ont une propension à renverser ces situations et à se victimiser qui est assez impressionnante. Hein. J'avoue que voilà, c'est vraiment. Est-ce que tu peux donner un exemple dans le piège. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu as pu déjà rencontrer? Ah, mais ils arrivent vraiment à persuader qu'ils sont victimes, ils sont touchants. En plus, je pense que il y a vraiment une part d'eux qui est certainement victime d'autres choses à un autre moment de leur vie. Et donc, ils sont certainement dans ces moments-là très identifiés à cette part victimaire en eux. Et du coup, il y a vraiment les émotions qui vont avec. Ils sont extrêmement persuasifs. Hein. Okay. Tu parlais tout à l'heure de la justice qui voit la mère comme une mère aliénante. C'est un nom, le syndrome d'aliénation parentale. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qui est mis derrière ce syndrome d'aliénation parentale? Alors, le syndrome d'aliénation parentale, il a été, produit, inventé, quelle invention, par Gardner, qui était un médecin psychiatre américain dans les années 80, me semble-t-il, et qui, en fait, avait décrété que 90% des situations où il y avait des plaintes d'agression sexuelle, eh ben, elles étaient fausses et que c'était les mères, en 90%, même je crois des divorces, il disait que les mères poussaient les enfants à mentir dans ces situations-là. Et c'est ce qu'il a nommé l'aliénation parentale. Donc, il a fait des critères qui sont mais complètement aberrants. Quand on les lit, en fait, ce sont les critères des enfants maltraités et il les a instrumentalisés, là, pour le coup, dévoyés, pour dire, ben, ça, ce sont les critères des enfants aliénés. Alors que c'est les critères présentés par tous les enfants qui sont agressés sexuellement. Donc, on voit comment il a réussi à retourner la situation et enfin, au travers de symptômes qui ne sont pas du tout prouvés scientifiquement, bien évidemment. Depuis, il a quand même été beaucoup critiqué, heureusement. Cependant, il continue à y avoir des détracteurs en France, des gens qui continuent à prôner pour ce syndrome et qui continuent à le propager. Et il est extrêmement facile à propager en plus, ce syndrome, parce qu'il vient répondre au déni que tout le monde a envie d'avoir. Donc, bien sûr que c'est très facile d'y adhérer. Comment il est utilisé dans la justice, ce syndrome d'aliénation parentale? Il est utilisé par les agresseurs pour dire que l'enfant ment et que de toute façon, il est sous l'influence de l'autre parent.
Et il est extrêmement persuasif parce qu'il est simple, parce qu'il vient percuter directement l'inconscient collectif avec des mythes que nous avons tous, avec le mythe de la sorcière, par exemple, qui a nourri toute notre enfance, des mythes collectifs comme ça, auxquels, quelque part au fond de nous, on peut très facilement adhérer rapidement. Oui, toutes les femmes sont des sorcières, toutes les femmes sont des menteuses, tous les enfants mentent. Ça, c'est des mythes collectifs qui ont bercé notre enfance, qui sont inscrits dans notre inconscient collectif. Et on y adhère avec une facilité déconcertante quand ils nous sont présentés de cette façon. Est-ce qu'il y a d'autres dysfonctionnements comme ça que tu as envie de dénoncer, qui sont peu connus du grand public et que tu as rencontré plusieurs fois? Je crois que là, on a quand même fait le tour. Hein. Déjà, il y en a beaucoup autour de l'aliénation parentale. C'est vraiment ça qui, je trouve, qui est le plus dévastateur dans ces affaires. Oui, moi je crois que c'est vraiment autour de ça. Il y a Outreau quand même qui a laissé des traces aussi. Je parlais de mythe. Outreau est devenu un mythe collectif, hein, qui a renforcé encore plus cette idéologie que les enfants mentent. Il y avait une question c'est vraiment important. sur On Outreau. voit vraiment la différence depuis cette affaire. Ok, donc ça répond à la question de Christelle qui demandait s'il y avait une grande régression en fait depuis Outreau sur la crédibilité des enfants. Oui, oui. Cette affaire a terrorisé les professionnels à plusieurs égards, c'est-à-dire d'avoir montré ces professionnels se faire laminer au niveau des informations qui circulaient par les médias. Ça a effrayé quand même un certain nombre de professionnels et on peut comprendre cette violence qui s'est déversée sur ces professionnels. Et sur tous les professionnels. Je pense aux psychologues experts, je pense à Marie-Christine Grison, hein, qui était l'experte principale d'Outreau. Je pense aux magistrats, au juge Burgot, je pense, voilà, et tous les autres, quand même, qui ont subi ces attaques extrêmement violentes qui se sont passées à ce moment-là, ce mépris qui a été extrêmement dévastateur pour la profession, et en particulier la profession d'expert. Je crois que ça a vraiment fait un traumatisme collectif qui a laissé des traces et auquel, certainement, on répond maintenant un peu par le déni, par peur que ça recommence. Oui. Ok. Il y a beaucoup de questions sur le fonctionnement de la justice. Alors, je vais essayer de tous les... Oui, il y a une question de Stéphanie qui demande comment est-ce possible que la justice camoufle des preuves. Alors, c'est ce qu'elle affirme. Donc, elle parle là d'une situation qu'elle a vécue. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé dans des affaires que des preuves disparaissent, que des choses soient camouflées? Il y a des morceaux de dossier qui disparaissent. Ouais. Il y a des éléments, des fois, qui disparaissent. J'en entends régulièrement parler. Pas toujours, mais de temps en temps, oui. J'entends des choses comme ça. Est-ce que c'est mal classé? Qu'est-ce qui je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que ça disparaît? Il y a des fois des choses qui disparaissent, qui réapparaissent d'ailleurs après. Hein. Donc là, peut-être c'était des choses perdues qui se sont retrouvées. Oui, après, toutes les institutions, quelles qu'elles soient, sont infiltrées par des gens qui ne sont pas bienveillants. Et ça, on le voit partout. Donc, ce n'est pas propre à la justice. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que toi, tu as vécu par rapport à ça ou c'est trop... Moi, c'est-à-dire... je ne sais pas. Non, mais je demandais un exemple concret. Est-ce que tu as une situation qui te revient en tête sur ce que... qui Sur des preuves camouflées. Non, moi, j'ai des situations où on m'a dit, voilà, telle lettre a disparu, tel truc a disparu. Voilà, ça, je l'ai entendu quelques fois. Mais c'est pas ça qui a fait chavirer à chaque fois ces affaires-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu de choses comme ça, mais bon, peut-être ça existe, hein, bien sûr que ça doit exister, comme partout, c'est ce que je dis. De toute façon, il y a toujours des possibilités que ces institutions soient infiltrées par des gens malveillants et qui sont là
pour cacher les preuves, les enlever. Pourquoi pas? Il y a des gens, il y a des entraides dans tous les systèmes, dans toutes les institutions, il y a des gens qui s'entraident. Et il y a certaines entraides dans ces milieux-là aussi. Mmh. Il y a une question d'Aurélie qui demande pourquoi, lors du droit de plainte, on n'oriente pas et on n'accompagne pas d'emblée les parents protecteurs qui, pour elles, sont victimes directes et collatérales, et si la création d'un centre pluridisciplinaire permettrait de gérer en fait cette situation. Ah bah oui, ça serait le but. Ça serait le but, bien sûr, que l'enfant soit évalué, soigné et qu'on soigne bien évidemment le parent protecteur avec lui. Parce que les Mmh. traumatismes sont toujours des traumatismes familiaux dans ces affaires. Il y a une autre question par rapport aux parents protecteurs, c'est comment on reconnaît un parent incestueux d'un parent protecteur, car c'est parole contre parole, et souvent le parent, comme tu le disais tout à l'heure, pervers, manipulateur, est très convaincant. Ben justement, justement, ça c'est un trait. Quand il est trop convaincant, c'est peut-être un trait. Euh, on a des outils en tant que psychiatre pour voir les troubles de la personnalité. Il faut les confronter. Il faut qu'il y ait des confrontations qui permettent justement à un moment donné de voir qu'il y en a un qui ment, parce que sinon, effectivement, on a du mal à voir. Il y a tout ce qui est trait de la personnalité qu'il faut observer finement. Il y a surtout recevoir l'enfant, parce que souvent, on a des éléments quand même au niveau de l'enfant. Mmh. Mais après, c'est pas facile, c'est pas évident. Des fois, il faut vraiment beaucoup d'heures pour comprendre ce qui se passe. Même moi, dans mes suivis psychothérapeutiques, des fois, il me faut des mois avant de comprendre, ce qui se passe, où est le conflit, si c'est un conflit, si c'est au contraire de la violence. On n'a pas, c'est pas évident, mais en tant qu'expert, en tout cas, il faut vraiment s'attacher à observer toutes les preuves que les personnes amènent, parce que la plupart du temps, les experts n'ont pas le temps de faire ça, ou les professionnels n'ont pas envie de se lancer dans ça, qui est pratiquement de l'ordre de l'enquête. Mais c'est très important à faire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'apercevoir si un des parents, effectivement, manipule et Mmh. instrumentalise et ment. Tu parlais des experts, comment ça se passe une expertise? Ça veut dire, c'est quoi une expertise en fait? Les expertises, il y en a plusieurs. Il y a les expertises qui ont lieu au niveau pénal. Donc, il y a l'enfant qui est expertisé. Si ça va plus loin, le parent aussi agresseur va être expertisé. Et après, il y a toutes les expertises civiles, donc au niveau juge des enfants et JAF, qui sont des expertises là familiales. Mmh. Toute la famille va être expertisée. Et Alors, une expertise en bonne et due forme, il faut que les deux parents soient reçus séparément. Il faut que l'enfant soit reçu séparément, seul. Et il faut aussi que l'enfant soit reçu avec chacun de ses parents, de manière à pouvoir examiner correctement les interactions, de manière à pouvoir aussi confronter des éléments. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment indispensable. Et la plupart du temps, c'est pas fait. Les experts n'ont peut-être pas le temps de faire à chaque fois ça. Et ces experts, pardon, ils sont formés à la prise en charge de l'enfant? Eh ben, certains oui, certains non. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des experts adultes qui s'occupent de voir les enfants. Et ça, c'est un vrai problème. Mmh. Ils s'occupent d'expertiser les enfants. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la pédopsychiatrie, ça s'improvise pas. Et c'est indispensable d'être soi-même thérapeute d'enfants pour être un bon expert. On ne peut pas être expert si on n'a pas une pratique de thérapie auprès des enfants. Enfin, moi, c'est mon avis. Il faut pouvoir suivre des enfants victimes, voir leur évolution, comprendre les signes qu'ils présentent. Il faut avoir une grande expérience là-dedans pour pouvoir recevoir des enfants en expertise autour de ces agressions, et en particulier les agressions sexuelles. Pourquoi n'es-tu pas experte? Je ne suis pas experte parce que je me suis présentée 2 fois. J'en rigole, mais il ne faudrait pas. Je me suis présentée 2 fois sur la liste des experts à Toulouse, et ils ont jugé que ma candidature, manifestement, n'était pas recevable pour être sur la liste des experts. Est-ce que ton engagement peut être un frein, par exemple, pour devenir expert ou pour être... Oui, voilà, c'est ça.
suis pas dans leur tête. Je ne sais pas pourquoi ils me refusent. Je ne peux faire que des hypothèses. Très bien. Soit, en tout cas, je ne suis pas probablement quelqu'un de valable pour eux, soit du fait de ma trop bonne expérience, soit du fait de mon engagement, auquel cas j'ai du mal à comprendre ce type de raisonnement parce que je suis engagée auprès des enfants, auprès de la protection des enfants. Ça devrait être notre principe fondateur à tous. Ça ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'ai été obligée de prendre cette place. Je m'en serais passée, vraiment. Et je ne comprends pas qu'on puisse reprocher à qui que ce soit son engagement pour protéger les enfants, dans la mesure où c'est un engagement qui est cohérent, où c'est un engagement qui est objectif et qui est éthique. Est-ce que ton engagement dérange dans ton métier? Je crois que tous les engagements dérangent dans tous les métiers. Je crois que ce n'est pas propre à mon métier. Je crois que les gens qui sont engagés font toujours peur. Parce que la passion fait peur, mais être engagé, c'est pas être dans la passion, c'est pas forcément être dans des émotions qui n'auraient pas lieu d'être. Être engagé, on peut être engagé pour une éthique professionnelle, et c'est mon cas. Tu parlais de reproches, c'est quelque chose. Alors, tu n'es pas obligé de répondre à la question si tu ne le veux pas, mais tu parlais de reproches tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà reproché, cet engagement? Oui. Souvent, je m'entends dire que de toute façon, je ne suis pas crédite parce que je suis militante, par exemple. Voilà. Okay. Donc ça oui, discrédibilise. Ça, c'est des retours que j'ai eu entendus. Mais je ne suis pas militante. Je ne sais pas ce qu'ils imaginent. Ils doivent m'imaginer en Amazon. Je n'en sais rien. Ce n'est pas du tout mon cas. Je suis juste là pour faire correctement mon travail et aller jusqu'au bout de ce que me permet de faire mon travail. Le livre que tu as coécrit avec Hélène Romano, préfacé par Maurice Berger, qui s'appelle, je le disais tout à l'heure, Danger en protection de l'enfance. Pourquoi avoir utilisé le mot danger? Danger, parce qu'on alerte justement sur des dangers d'enfants qui ne sont pas protégés. Est-ce que tu dirais que c'est un échec de la protection de l'enfance? Oui, je vais suivre Maurice Berger qui a déjà écrit un livre il y a plusieurs années sur l'échec de la protection de l'enfance. Même si on est maintenant dans un domaine quand même différent, c'était pas ça forcément qu'il avait désigné à cette époque-là, puisqu'on était plus sur la protection de l'enfance autour des lois qui étaient aussi en train de se faire. Mais de toute façon, je pense que la protection de l'enfance, c'est un domaine extrêmement complexe et qu'il ne faut pas non plus être dans l'idéalisation et qu'on n'arrivera jamais à protéger tous les enfants et que c'est quelque chose d'extrêmement difficile au quotidien. Mais je pense qu'on peut vraiment s'améliorer et qu'il y a en tout cas des dangers qui sont identifiés, qu'on a pu identifier. Et ces dangers qu'on a pu identifier, je pense que ça serait assez facile de pouvoir y répondre autrement. Je me suis perdue parce que je lisais les commentaires, je suis désolée. Quel regard... Ah oui, pardon. Quel regard portes-tu sur la place des organismes internationaux dans la protection de l'enfance, donc hors de la France? C'est une question, ça? Oui, c'est une question, ouais. En fait, je les connais pas, donc je sais pas. Okay. Le regard, c'est qu'ils doivent rester certainement pas très. On ne doit pas trop les entendre parce que moi, je les connais pas. Très bien. J'ai eu beaucoup de questions parce que tu parlais de preuves dans les violences sexuelles sur mineurs. Peut-être tu peux rappeler ce que c'est une violence sexuelle sur mineurs dans la loi, ce que ça veut dire? Une violence sexuelle sur mineur. Ce sont les différentes violences sexuelles. Il y a les atteintes sexuelles, les agressions sexuelles, les attouchements. Il y a sur les moins de 15 ans, sur les mineurs de plus de 15 ans.
on a extrêmement de classifications différentes. Mais là, il faudrait demander à un juriste de venir. Et puis, il y a les viols sur mineurs. Mineurs moins de 15 ans, mineurs plus de 15 ans. Et quand tu parles de preuves, en quoi c'est difficile du coup d'apporter des preuves dans le cas de violences sexuelles sur mineurs? Parce que la justice attend des preuves matérielles la plupart du temps. Et les preuves matérielles dans ces affaires-là, elles sont extrêmement complexes à avoir. Les signes cliniques, par exemple, sur les enfants, c'est que je crois que c'est 80% des viols, ou 90%, peut-être même des viols sur mineurs, ne laissent aucune trace physique. Okay. Donc, la plupart du temps, il n'y a pas de trace physique, même quand il y en a, parce que moi, j'ai vu des affaires où il y en a, elles ne sont pas, elles ne sont pas forcément dues à une agression sexuelle. Donc, le doute persiste quand même, puisqu'elles ne sont pas spécifiques aux agressions sexuelles. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué d'avoir des signes physiques. Faut quand même relever qu'il y a, enfin, moi je ne sais pas trop, je comprends pas bien comment ça fonctionne, mais ces preuves-là, j'ai quand même le sentiment que parfois on ne va pas non plus les chercher. Moi, j'ai eu des affaires où je pense qu'il y avait des preuves matérielles à aller chercher à ce moment-là, des collants qui avaient été souillés, par exemple, ou des choses comme ça que j'avais pu décrire. Ces preuves n'ont pas été cherchées non plus. Alors, moi, je crois qu'il y a un manque de coordination. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à travailler ensemble et dès le début, dès les premières révélations, parce que souvent, on pourrait en trouver assez rapidement si on était plus coordonnés tous ensemble. Moi, je me souviens de l'histoire d'un enfant au travers des preuves. D'ailleurs, ça a été presque une des seules affaires qui a abouti à une condamnation. Ils étaient allés récupérer les draps chez le père. Et c'est ce qui a permis, des draps de l'enfant, et c'est ce qui a permis d'apporter une preuve. Mais voilà, pour ça, il faut être très coordonné, je pense. D'accord. Il y a quelques questions de parents qui demandent quels sont les signes qui peuvent alerter sur un enfant qui vit des violences sexuelles. Ça dépend de l'âge. Un enfant petit. Un enfant, je dirais 5 ans, 5-6 ans. On va faire une moyenne. C'est un enfant qui... alors, ça dépend si c'est des agressions sexuelles qui durent depuis très longtemps ou qui viennent d'arriver déjà. Si elles viennent d'arriver, c'est un changement de comportement inexpliqué de l'enfant. Qu'on ne peut pas expliquer par autre chose. Il ne s'est rien passé d'autre. C'est des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des plaintes somatiques, j'ai mal au ventre. Alors tout ça, c'est pas spécifique, hein, c'est-à-dire que n'importe quel enfant qui va pas bien va manifester ce type de troubles. Donc voilà, tous les troubles caractéristiques qu'on retrouve pour des enfants qui ont eu des traumatismes aussi. Donc des cauchemars répétitifs, des moments de dissociation aussi où l'enfant est coupé, où on a du mal à rentrer en contact avec lui aussi. Ça, c'est assez fréquemment décrit par les parents. Donc ces enfants qui reviennent de week-end et qui rentrent dans la voiture et qui ont le regard dans le vide et avec qui on a beaucoup de mal à rentrer en contact. Ça, c'est un signe. Moi, j'ai souvent... et après, il y a au niveau des signes sexuels plus spécifiques, il y a tout ce qui est une sexualité inadaptée par rapport à l'âge, donc une sexualité avec des termes adultes, une sexualité très génitalisée, donc qui ressemble à la sexualité adulte, qui n'est pas de la sexualité infantile, et des masturbations compulsives, exacerbées, des enfants qui vont chercher le contact physique sexuel avec l'adulte. Ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, des enfants dont on sent qu'ils ont vécu quelque chose, qui ont été initiés à quelque chose à ce niveau-là. Il y a une question d'Aurélie qui demande précisément comment reconnaître les stigmates d'un enfant de moins de 3 ans. Ouais, c'est pas simple, les enfants de moins de 3 ans, c'est ça, c'est un changement de comportement. Souvent, ils sont quand même assez sidérés après des agressions sexuelles, donc on a un contact très difficile.
Il y a tout ce qui est, bon, je ne l'ai pas dit pour l'enfant plus grand, mais c'est pareil, il y a tout ce qui est troubles de l'attachement, angoisse de séparation, des enfants qui viennent quand même très angoissés, et en particulier les angoisses de séparation. Donc ça, chez le petit, on le voit. Angoisse au moment du change pour les bébés, mais pour les enfants un peu plus grands, au moment de la douche, au moment où on enlève les vêtements. Angoisse phobie chez le médecin aussi, brutale, inexpliquée. Que le pédiatre n'arrive plus tout d'un coup à les déshabiller, alors que jusque-là, il n'y avait aucun problème. Et là, avec voilà, des enfants qui hurlent, enfin, on sent vraiment qu'il y a eu un traumatisme. Bon, après, il ne faut pas... voilà, c'est un ensemble de signes qu'il faut prendre... il faut prendre tous ces signes dans leur ensemble. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout d'un coup, un enfant refuse de se déshabiller et fait une colère que tout de suite, voilà, il faut penser à l'agression sexuelle, surtout que ça peut arriver tout à fait normalement chez un enfant à un moment donné de plus avoir envie de s'habiller ou de se déshabiller, de faire des colères autour de ça. Hein. Donc voilà, prudence, mais c'est cette accumulation de petits signes qui fait que tiens, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a une autre question de Charlie qui demande quel est pour toi, alors je traduis le vous en toi, hein, mais quel est pour toi le meilleur conseil pour apaiser un jeune enfant en état de stress post-traumatique? Un jeune enfant, bah, ça c'est pareil, ça va dépendre de l'âge. Les moins de 6 ans, tout ce qui est histoire, conte métaphorique, bercement, câlin. C'est très important de retrouver le contact corporel, massage avec un enfant petit, parce que c'est ce qui va lui permettre de se reconnecter à sa sensorialité. Tous les contes, toutes les histoires aussi, bon, les parents peuvent les raconter. Et après, ben moi, pour l'enfant, j'utilise beaucoup l'hypnose pour traiter les syndromes post-traumatiques, pour apaiser. Alors, je regarde. Après, j'ai certainement oublié des choses. Hein. Les parents ont certainement plein d'idées là-dessus que je n'ai pas forcément en tête. Les dessins aussi, tout ce qui est les faire dessiner, tout ce qui est créativité. C'est très important chez les enfants traumatisés de développer leur imaginaire et leur créativité. Donc, leur imaginaire aussi et faire appel à des super-héros pour venir les aider, vraiment les ancrer dans ce monde imaginaire et les aider à se faire aider par ce monde imaginaire-là et tous leurs super-héros. Ok. Je pense que ça t'a donné pas mal de pistes pour ces parents qui parfois se sentent un peu... Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais bon, c'est ouais. là. On arrive donc à la fin de l'entretien. Il me reste encore quelques questions. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez encore. Il est encore temps. Tu es la fondatrice, donc, comme je le disais au début, de REPEA. Donc, c'est un réseau entre professionnels qui a pour mission d'informer au travers de publications, d'interventions et de créer du lien entre les professionnels pour faire remonter, du coup, au niveau des instances dirigeantes, les dysfonctionnements de la protection de l'enfance. Qu'est-ce qui te paraîtrait pertinent dans la prise en charge en tant que, tu parlais tout à l'heure, alors, en tant que fondatrice de REPEA, qu'est-ce qui te paraîtrait pertinent à mettre en place? Un projet. D'accord, un projet pour améliorer l'évaluation et le soin des enfants maltraités. Ben, un projet qui permet de mieux évaluer les enfants maltraités, de mieux les prendre en charge rapidement lors de la découverte de ces maltraitances. Et donc, l'idée qu'on a eue tous ensemble au niveau du REPEA, c'est de créer un centre de référence pour les enfants maltraités, justement, un centre pluridisciplinaire qui pourrait être vraiment en contact extrêmement serré avec la justice, avec les instances sociales et qui permettrait de protéger rapidement les enfants, de les évaluer bien sûr avant rapidement, de les protéger rapidement avec des évaluations de qualité, des professionnels qui seraient formés, qui pourraient faire aussi de la formation, en tout cas dans le psychotrauma et sur ces questions-là. Et de pouvoir prendre en charge avec des outils qui sont adaptés pour ces enfants-là. Moi, je pense à l'hypnose, à l'EMDR, associé à des prises en charge de soutien et psychothérapeutiques. En tout cas, de toute façon, je pense que c'est très intéressant pour ces enfants-là que les prises en charge soient diversifiées. Tout ce qui est aussi créativité, stimuler la créativité
par le dessin, la musique, c'est très opérant aussi. En tout cas, voilà, qu'il puisse y avoir un traitement du psychotrauma le plus rapidement possible pour qu'il y ait le moins de séquelles possible derrière. Mais la première chose à faire, c'est de les protéger parce que aucun soin ne peut faire pansement sur un enfant qui n'est pas protégé. On laisse des plaies béantes qui continuent à saigner et aucun soin ne peut arrêter cela. Ok. Est-ce qu'on peut t'aider, vous aider dans la mise en place de ce centre de référence? Ben, il y a actuellement sur make.org une campagne qui est faite pour la protection des enfants, une campagne grande cause enfance. Donc, ben oui, vous pouvez aller voter pour les propositions qui vous intéressent. Et on a mis, nous, le REPA, on a mis cette unique proposition de création d'un centre de référence et qui va, si elle aboutit, permettre peut-être que ce projet puisse être financé et aboutir. Tu parlais de la formation des professionnels. Il y a une autre question. Alors, je ne vais pas lire le prénom parce que j'ai peur de l'écorcher. Les écoles sont aussi un lieu où l'enfant passe beaucoup de temps. Est-ce qu'ils feront partie des professionnels? Est-ce qu'ils font partie des professionnels à former? Je crois qu'on peut faire on peut les former pour qu'ils puissent en tout cas détecter, bien sûr, détecter les violences, signaler correctement, recueillir. Ils peuvent être amenés à recueillir la parole des enfants, être les premiers à recueillir cette parole-là. Donc oui, il faut en tout cas que dans les équipes, il y ait peut-être une ou deux personnes formées à ça, qui puissent être à l'écoute s'il y a un enfant qui a besoin de parler ou qui commence à révéler des choses, oui. Est-ce que tu y crois encore aujourd'hui à tout ce combat? Comment répondre à cette question? Je crois que je me la pose pas en fait. Je crois que je me la pose pas. Je crois que l'important c'est de continuer à faire ce en quoi on croit. Et moi, je crois que de toute façon, que ça aboutisse ou que ça aboutisse pas, notre place, elle doit être d'en continuer ce en quoi on croit et les convictions qu'on a, et en particulier nos convictions éthiques. Donc, moi, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, adviendra ce qui adviendra. De toute façon, ça ne sera pas de ma responsabilité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Eugénie Izard. Merci Ophélie de m'avoir invitée. Demain, nous recevrons Soraya Demoura Frère, psychologue et docteur en psychologie, où nous parlerons spécifiquement de l'inceste et de ses conséquences sur la construction identitaire en tant que fille et en tant que mère. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore Eugénie Izard. Cette vidéo sera disponible très prochainement en replay et je vous dis à demain 20h. Merci à vous. Au revoir.